Bonjour, aujourd'hui on va représenter notre projet préparation métier, classification temporelle des images satellitaires par des outils d'intelligence artificielle, élaboré par Al Saifeddin, Kanzari Mohamed Yassine et Tahar Ramdan, encadré par Madame Chaben Ferdaus. Depuis plusieurs décennies, l'observation de la Terre permet de mieux comprendre notre planète. Au cœur des enjeux sur le changement global, la caractérisation des dynamiques liées aux transformations des surfaces continentales, comme la consommation des surfaces agricoles, la déforestation ou encore étalement urbain, est essentielle. Dans un premier temps, on va parler de la notion et les applications de la cartographie de l'occupation des sols. Dans un deuxième temps, les caractéristiques des nouvelles séries temporelles d'images satellitaires sont mises en avant. L'étude des surfaces continentales est devenue ces dernières années un enjeu majeur à l'échelle mondiale pour la gestion et le suivi des territoires, notamment en matière de consommation de terres agricoles et d'étalement urbain. Dans ce contexte, les cartes d'occupation du sol caractérisant la couverture biophysique des terres émergées jouent un rôle pour la cartographie des surfaces continentales. Les cartes décrivant l'occupation des sols sont de puissants outils scientifiques et décisionnels. Elles sont utilisées dans des travaux de recherche comme entrée des systèmes de modélisation des cycles de l'eau et du carbone ou encore pour les bilans. L'acquisition fréquente d'images satellitaires sur l'ensemble des surfaces continentales est essentielle dans de nombreux domaines comme la surveillance des océans et des glaciers, le suivi et la gestion des territoires ou encore l'étude de la déforestation. Elles servent également pour des applications opérationnelles, notamment pour le suivi des changements globaux comme le changement climatique et de support pour appliquer les consignes et recommandations des politiques publiques qui nécessitent une connaissance précise des territoires. Sur le long terme, elle permet de suivre l'évolution des territoires et de détecter les changements d'occupation de sol. L'acquisition fréquente des images satellitaires sur l'ensemble des surfaces continentales est essentielle dans de nombreux domaines comme la surveillance des océans et des glaciers, le suivi et la gestion des territoires ou encore l'étude de la déforestation. Elles servent également pour des applications opérationnelles, notamment pour le suivi des changements globaux, comme par exemple le changement climatique. Le projet se compose de l'organigramme où on présente les étapes de ce projet, puis le pré-traitement des données, ensuite le clustering pour déduire les clusters. Après, on va parler du principe de LSTM, puis la classification et finir par le résultat de l'algorithme. Le projet commence par le pré-traitement des séries temporelles d'images satellitaires non labellisées. Ensuite, le clustering pour déduire les clusters d'évolution temporelle qui, combinés avec les séries temporelles images satellitaires non labellisées, permettent la classification à travers de l'algorithme LSTM pour déduire à la sortie finale les séries temporelles d'images satellitaires labellisées. Cette partie sert à présenter l'ensemble des données utilisées. Dans un premier temps, on va présenter les données satellitaires utilisées ainsi qu'à la description des zones d'étude. Dans un deuxième temps, on va parler des pré-traitements appliqués aux données satellitaires. Les travaux faits se focalisent sur l'étude des séries temporelles d'images satellitaires sur des séries temporelles réelles de la zone de Zarwen. Chaque série est formée par 5 images de taille 500 x 500 et sont composées chacune de 4 bandes spectrales, rouge, bleu, vert, proche infrarouge, et des séries simulées qui permettent d'identifier les classes de changement temporel. Lors de l'acquisition d'une image satellitaire,
L'information reçue n'est pas une mesure précise et uniforme. Les pré-traitements des données satellitaires permettent alors d'obtenir des valeurs de réflectance corrigées de ces effets perturbateurs. Ils sont généralement divisés en deux catégories. Les corrections géométriques pour rendre superposables les images de la série. Dans notre cas, les données satellitaires sont déjà corrigées. Et des corrections radiométriques pour obtenir des valeurs de réflectance comparables entre les images. Le signal reçu par le radiomètre contient la lumière renvoyée par le paysage, mais aussi la lumière du soleil, les différentes réflexions atmosphériques et du bruit ajouté par les capteurs. Les capteurs passifs ne peuvent donc pas mesurer de manière précise et uniforme la quantité d'énergie réfléchie par les objets situés à la surface de la Terre. Les corrections radiométriques consistent alors à transformer le signal reçu en une valeur radiométrique la plus proche possible de celle mesurée au sol et faciliter l'interprétation visuelle et la compression des images. Dans notre cas, on a utilisé le rehaussement de contraste à travers la formule clustering. Dans cette partie, on va parler de la classification non supervisée, l'algorithme K-means, une visualisation des clusters pour une image satellitaire, le clustering et le résultat sur les images satellitaires simulées. Les méthodes de classification non supervisée, également appelées méthodes de clustering, permettent de regrouper un jeu de données appelé individus, comme les pixels d'une image, en plusieurs sous-ensembles. Trois types de méthodes de clustering existent. Les méthodes par agglomération, les méthodes par partitionnement et les méthodes probabilistes. Maintenant, on va parler de K-means. Donc, la segmentation de la première image du SIS peut être réalisée en appliquant des techniques de clustering classiques telles que le K-means, le champ des Markov, etc. Donc, les paramètres K étant fixés en entrée de processus, et cette méthode nécessite de connaître préalablement le nombre de classes recherchées et ne converge que vers un minimum local. Donc, les principes de K-means est le suivant. Donc, la première étape, c'est de sélectionner au hasard les centres de regroupement K. La deuxième, c'est de calculer la distance entre chaque point de données et le centre des clusters. La troisième, c'est d'attribuer le point de données au centre des clusters dont la distance par rapport au centre des clusters est minimale de tous les centres des clusters. La quatrième, c'est de recalculer le niveau des centres des clusters. La cinquième, c'est de recalculer la distance entre chaque point de données et le nouveau centre des grappes obtenus. Et la sixième, c'est de si aucun point de données n'a été affecté, donc on arrête et on répète à partir de l'étape de point. Donc les avantages de ces algorithmes de segmentation des images, qu'il est rapide, robuste et plus facile à comprendre. Donc maintenant on va parler de la visualisation des clusters. Donc on a utilisé les bibliothèques MPL Toolkits.mplot3D pour visualiser les données qui nous a permis de voir les clusters plus clairs et de faciliter leur traitement. Donc on a regroupé les séries temporelles en trois grandes classes. La première, c'est les cluster stable, pour laquelle il y a un comportement stable de pixels. La deuxième, c'est un comportement sinusoïde de cluster que les clusters à changement périodique. Et la troisième cluster, c'est le changement à brusque. Ces clusters à changement brusque, c'est que le comportement de pixels change brusquement. Tout d'abord, on va commencer par traiter les séries temporelles similées. Donc, on a travaillé dans cette étape sur les images similées qui sont qu'on dispose 15 images de dimension 500 x 500 x 4 bancs. Donc, on a commencé tout d'abord par calculer la différence entre le pixel entre les images et on a obtenu 14 images.
Et après, on a appliqué la variance à chaque pixel en faisant la construction à chaque pixel d'un vecteur qui contient la valeur de chaque pixel dans les quatre bandes. Et à la fin, on obtient une matrice. Et après, on a appliqué à ces matrices l'entropie à chaque vecteur de pixel et on a essayé de faire les homogénéités, mais ce traitement est trop long car pour un pixel, il prend 2 minutes pour les faire. Donc, on a limité seulement sur la variance, l'entropie et la moyenne du pixel. Donc, dans le résultat, grâce à ces traitements, on obtient cette image à gauche qui est le résultat du clustering après filtrage et agrégation des classes et élimination de bruit. Donc, comme était prévu, on obtient trois classes. La couleur jaune, c'est le cluster à changement brusque. La couleur verte, c'est le cluster à changement périodique et la couleur mauve, c'est le cluster à changement stable. C'est pour les images similaires. Donc, maintenant, on va parler du principe des LSTM dans lequel on va définir le deep learning. On va traiter le principe de LSTM. Donc, c'est quoi le deep learning? Donc, deep learning ou l'apprentissage profond est un ensemble des méthodes d'apprentissage automatique tenant des modélisés avec un haut niveau d'abstraction des données grâce à des architectures articulées de différentes transformations non linéaires. Donc, les volumes de données augmentent de jour en jour. Nous ne devons pas nous limiter à ces algorithmes machine learning standard. Donc, les algorithmes d'apprentissage en profondeur nous aident à gérer des gros volumes de données sans laisser les informations clés et en agissant les modèles de la bonne manière, nous donne les rendements maximaux, c'est-à-dire dans notre cas une précision maximale. Les modèles déterminent également si notre prédiction est meilleure ou pire à partir de sa propre architecture de réseau de neurones. Donc, comment fonctionne le LSTM? Donc, LSTM est composé d'une cellule de mémoire d'une portée d'entrée un input gate, d'une portée de sortie un output gate et d'une portée d'oubli un forward gate. Et la cellule mémoire est chargée de se souvenir de l'état précédent, tandis que les portes sont responsables du contrôle de la qualité de mémoire à exposer. LSTM est composé de plusieurs fonctions dans laquelle sigmoid function, fonction tangente, tangente, l'opérateur d'addition, l'opérateur de multiplication. Donc, d'abord, on va parler de classification supervisée, puis on va détailler pourquoi on a choisi LSTM. Donc ensuite, on va parler de précision, de classification, qui est la métrique qu'on a utilisée avec le logarithme loss, qu'on utilise aussi pour avoir une idée sur la performance du modèle et l'optimiser en relation avec l'algorithme d'optimisation ADA qui permet d'obtenir éventuellement la meilleure performance en training. Et finalement, on va parler aussi de l'architecture de la LSTM. Généralement, donc la classification supervisée est l'un des problèmes les plus répandus dans le machine learning. Donc, dans lesquels on peut utiliser beaucoup d'algorithmes de classification comme le SPM, le cas plus proche voisin, les réseaux de neurones, les LSTM, etc. Donc, elle consiste à classifier, à prendre les données. Donc, à chaque vecteur de données, on donne une classe de le mot classification. Donc, pour ce problème-là, on a une difficulté à disposer de données, mais c'est pas devenu une tâche inaccessible. Notre but étant de faire une segmentation sémantique multitemporelle selon l'espace.
Donc, on a étudié les valeurs de précision de différents algorithmes et on a trouvé que le LCM en donnait l'une des meilleures précisions pour ce problème-là, pour les images satellitaires et tout. Donc, les LSTM sont l'architecture la plus adaptée pour ce problème-là parce que c'est l'architecture la plus développée pour le problème qui travaille avec les séries temporelles. D'où son usage ici. La précision, c'est une métrique simple qui consiste à calculer le nombre de prédictions correctes parmi le nombre total de prédictions. Donc, elle permet d'obtenir une idée sur la performance du modèle, mais avec attention pour si on a une classe majoritaire, ça peut peut-être donner une précision élevée sans vraiment une performance qui est utile. C'est pourquoi on utilise des autres métriques. Donc maintenant, on va parler de la deuxième métrique de l'évaluation qui est le logarithmic loss. En fait, il fonctionne, donc l'analyse des fausses classifications, c'est la fonction bien sûr pour la classification multiclasse. Lorsque vous travaillez avec l'autre log, la classe doit attribuer une probabilité à chaque classe pour tous les échantillons. Supposons qu'il y ait n échantillons appartenant à m classe, alors la perte générale est calculée comme suit. Et aussi un autre métrique d'évaluation qui est l'AIC, donc under curve, et là est l'une des mesures d'évaluation les plus utilisées. Il est utilisé pour les problèmes de classification binaire. L'AIC d'un classificateur est égal à la probabilité que le classificateur classe un exemple positif choisi au hasard plus haut qu'un exemple négatif choisi au hasard. Avant de définir l'AIC, comprenons des termes de base. Trois termes de base. Le true positive rate sensitivity, the true negative rate specificity, and the false positive rate. Donc, comme algorithme d'optimisation, on a utilisé l'algorithme Adam qui est une extension meilleure de l'algorithme de gradient stochastique de descente. Adam est déjà l'algorithme d'optimisation le plus répandu, le plus utilisé, et parce qu'il donne plus de performance et converge plus rapidement que les autres algorithmes d'optimisation généralement. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez voir ici l'architecture qu'on a utilisée avec deux couches LSTM, bien sûr une couche d'entrée, et après les deux couches LSTM, on a deux couches denses et finalement une couche dense de sortie. Donc en total, ça sera 7 couches si on prend en considération la couche d'entrée et la couche de sortie. Et donc ça permet d'obtenir des informations plus ou moins complexes sans vraiment avoir un overfitting avec trop de couches. Donc on a essayé beaucoup d'architecture, on a finalisé avec celle-là qui a donné le meilleur résultat. Finalement, il y a la partie résultat. On va parler dans cette partie de présentation des outils qu'on a utilisés dans les outils après. Et le training of the model va vous donner le résultat de séries temporelles simulées puis le réel, et finalement on va vous montrer notre dashboard qu'on a développé avec le modèle.
Donc, pour le backend du modèle machine learning, on a utilisé TensorFlow, qui est le framework qui est créé par Google et pour mener des recherches sur le machine learning et le deep learning. Donc, le plus grand avantage de ce framework-là, et ce que nous a poussé à le choisir, c'est qu'elle est supportée par Google, donc elle est robuste et elle a une très grande communauté et elle supporte des multi-GPU qui permet d'accélérer la performance. Donc, ses inconvénients, c'est qu'elle est un peu plus lente que les autres frameworks dans nos benchmarks. Et il n'y a pas vraiment un grand soutien pour les RNN, ce qui est l'architecture qu'on a utilisée. Et dans ce domaine-là, elle est surclassée par des autres frameworks. Donc, ici, on peut voir le training du modèle sur le série temporelle simulé. Donc, ça a donné de très bons résultats. On a obtenu un loss qui est très bas, que ce soit pour le training ou pour la validation. Aussi une précision au-delà de 0,98 pour le training et 0,99 pour le test, ce qui est une performance meilleure que prévu. Et finalement, un score de alias under the curve au-delà de 0,99. Donc, ce qui montre que notre algorithme est un bon classificateur et robuste pour les images simulées. Donc, ici, il y a une petite visualisation de résultats de classification sur les séries temporelles simulées. Donc, on peut voir les trois classes existantes. En mauve, c'est le cluster stable. En jaune, c'est le cluster à changement brusque et en vert, c'est le cluster à changement périodique. Donc, le modèle a pu distinguer entre ces trois classes différentes juste par leur information. Leur valeur de pixels à travers 15 instants ici dans les images simulées. Donc ici on peut voir le résultat de classification sur la série temporelle réelle. Donc bien sûr dans le cas réel il y a plus de bruit d'où le modèle n'a pas pu obtenir une telle précision comme sur les images simulées, mais quand même il a pu classifier avec une bonne précision les différents comportements des pixels dans l'image. Donc on peut voir quasiment les mêmes trois classes dans l'image et répartis selon leur valeur. Ici, on peut voir que il n'y a pas la différence entre le nombre de pixels qui appartient à le cluster majoritaire et minoritaire, d'où la justification de métriques qu'on a utilisées pour évaluer le modèle. Donc pour le dashboard, on a développé une plateforme qui permet l'upload des images temporelles et visualiser tout leur instant avec un slider et le résultat également. Donc ça permet aussi d'ajuster la vitesse et le type de lecture, donc que ce soit manuel ou automatique. Et ça permet
une bonne vue des séries temporelles en totalité qui permet de vérifier la performance des modèles et de détecter les différents comportements des zones géographiques dans l'image satellitaire. Donc ici, vous pouvez voir le dashboard en action. Donc, on peut voir des images aux successions, les résultats à la fin, et on peut voir le contrôle du speed, des lectures qui permettent, qui facilitent la vie pour la visualisation. Donc, pour conclure, on a utilisé le clustering non supervisé dans le temps pour regrouper les données en 3 clusters. Ces clusters qu'on a utilisés comme de labels pour les données afin de faire le training de d'apprentissage LSTM, qui est un type de réseau de neurones. Donc on a abouti avec une précision au-delà de 90%. Pourtant que le résultat est préliminaire et plus d'analyse doit être effectuée. Donc c'est un sujet ouvert pour plus de recherche, plus d'efforts. Mais ça reste des résultats satisfaisants, que ce soit pour la série temporelle simulée que réelle. Donc, à l'aide de trouver l'évolution demandée avant d'éviter le temps pour rechercher cela avec l'œil nu. Et enfin, l'algorithme qu'on a élaboré est utile pour beaucoup des utilisations stratégiques, surtout sur le plan national, comme la détection de zones qui sont en danger et potentiellement atteintes de désertification, et permet de surveiller et de protéger la richesse agricole nationale qui est menacée maintenant par plusieurs phénomènes qui peuvent nuire à eux. Donc, merci pour votre attention.